Alors, je vous présente Nicolas Stocker, qui est notre conférencier de ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation, Nicolas. Nicolas est président du RPF, qui est le Rassemblement pour la France, et il va nous parler ce soir de la recomposition politique récente en France, présente et peut-être à venir d'ailleurs, ça je ne sais pas. Et le principe de cette conférence, c'est que ce sera relativement interactif, donc vous pourrez lui poser des questions. Il va commencer par une intervention d'une durée indéfinie pour l'instant. N'ayant rien préparé de particulier, mais ayant une idée précise de ce que je vais dire, on verra selon mon inspiration. Tout à fait. Et donc je lui cède la parole pour... On se donne déjà une première heure et puis on voit où est-ce que ça nous mène. Très bien. Donc nous sommes rassemblés, réunis ce soir sur la question de la recomposition de la vie politique, du paysage politique français. Alors, qui dit recomposition, il me semble, il faudrait commencer par se poser la question de la composition initiale. D'où vient finalement la structuration politique, dont on sait qu'elle est au moins depuis 1789 clivée entre une droite et une gauche. Alors, je n'injure à personne de rappeler les raisons de ce clivage droite-gauche, qui était à la droite du président de l'Assemblée, était contre l'exécution du roi de France, était à sa gauche ceux qui y étaient favorables. Bon, ça c'est, je dirais, l'origine, dans le cadre d'un hémicycle, de la droite et de la gauche. Et puis quand on regarde aujourd'hui, plus de 2 siècles sont passés, eh bien on se rend compte que ce clivage droite-gauche, non seulement semble ne plus attirer grand monde, les Français le récusent dans leur majorité. Alors ceci dit, ce n'est pas nouveau. On a récusé le clivage droite-gauche depuis fort longtemps. Moi je me souviens d'une formule d'Alain qui disait ceux qui disent qu'ils sont au-delà de la droite et de la gauche, tout ce que je peux dire, c'est que d'évidence, ce ne sont pas des gens de gauche. Étrangement, en effet, les gens de droite auraient une tendance à avancer masqués. Il faut se demander pourquoi. Sachant que, habituellement, on rappelle la question de l'occupation, de Vichy. Mais à mon avis, il faut remonter bien avant et voir pourquoi finalement cette composition initiale entre une droite et une gauche, entre ceux qui défendaient des valeurs, je dirais, liées à l'individualisme, on aura le temps d'en reparler, et ça c'est plutôt la droite. Et puis ceux qui défendent des valeurs où la masse est censée, je dirais, l'emporter sur l'individu, qui représente la gauche. Pourquoi est-ce qu'à ce point les frontières ont été brouillées, à tel point qu'à une époque, dans les milieux des politologues, on parlait de sinistrisation politique. La sinistrisation politique, c'est-à-dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que les valeurs de gauche ont une tendance à petit, au cours des années, au cours des décennies, à infester l'espace politique de droite. Alors pourquoi aujourd'hui, considère-t-on, étant arrivé à un certain niveau de décomposition politique tel qu'il implique justement une recomposition, pourquoi parle-t-on aujourd'hui de politiquement correct? Pourquoi a-t-on forgé le concept du MPS, si ce n'est que justement il y a aujourd'hui un brouillage sur ce clivage droite-gauche en France? Je pense que tout simplement il faut étudier pour comprendre ce qu'il s'est passé et revenir à l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus est probablement à l'origine du brouillage des repères. Pourquoi? Parce que faut-il avoir vécu cette époque ou avoir aujourd'hui des personnes extrêmement âgées qui vous rappellent, non pas eux-mêmes ne l'ont pas connu, mais on leur a fait le récit de ce que fut en France l'affaire Dreyfus. Mais ce fut une affaire qui alla jusqu'à diviser au sein même des familles.
Vous aviez l'argenterie de famille, les plats qui volaient dans les salles à manger, tant il y avait deux camps qui se mettaient en place en France, entre les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Et ce fut à tel point un séisme politique que les politologues considèrent que c'est à cette époque que nous avons connu une totale inversion des valeurs de la droite et de la gauche en ce qui concernait la question de la nation. C'est-à-dire que c'est une tarte à la crème, mais on peut quand même la rappeler parce qu'elle a un certain intérêt. On a considéré que jusqu'à l'affaire Dreyfus, la gauche était plutôt nationaliste et la droite plutôt internationaliste. Après tout, la nation en armes, l'idée, après tout, que la nation, dans le cadre de valeurs liées aux masses, la nation était supérieure à l'individu, primait sur l'individu, sont des valeurs de gauche, et la nation, à ce moment-là, était plutôt une valeur de gauche. La droite aristocratique était finalement peut-être plus internationaliste. Et s'il n'a jamais existé dans le monde une internationale de quelque chose, c'était probablement beaucoup plus une internationale aristocratique qu'une internationale du prolétariat qui est restée une illusion qui ne s'est jamais concrétisée dans l'histoire mondiale cette fois-ci. Eh bien, ce séisme politique qui s'appuyait finalement sur la question de l'antisémitisme, la question antisémite, qui a même, dont on pense que l'affaire Dreyfus est à l'origine du sionisme. Herzl n'aurait jamais pensé la question juive dans un cadre de sioniste et de réappropriation d'un territoire, d'une terre promise, s'il n'y avait pas eu cette affaire Dreyfus, au sens où les communautés juives considéraient en France justement avoir, contrairement à des pays qui étaient jugés beaucoup plus antisémites, comme l'Autriche par exemple, un lieu, un havre où les Lumières leur assuraient justement une quiétude et la possibilité de vivre en paix. Et puis cette affaire Dreyfus a précipité les choses. Force est de remarquer, ce fut le cas après l'affaire Dreyfus, mais je dirais que l'occupation et ce qui est venu se greffer, qui n'avait en fait strictement rien à voir, l'antisémitisme traditionnel, probablement lié à l'origine à la prégnance d'une certaine idée de la catholicité par rapport à la droite qui avait donné un antisémitisme traditionnel qui était lié finalement à l'idée de déicide, s'est transformé au XXe siècle sur un antisémitisme d'un tout autre ordre, qui lui était national-socialiste, qui brouillait d'ailleurs en cela déjà les repères, mais qui est venu se surajouter et venir culpabiliser systématiquement la droite en France. De là, après 40 finalement, alors on s'amusait même déjà avant 40 et après 40, pour vous donner un exemple, l'ensemble des partis qui étaient plutôt à la droite de l'hémicycle et à la droite du président refusaient toujours ce vocable de droite. Et la meilleure preuve, c'est qu'ils se définissaient tous comme républicains, radicaux, pour justement éviter cet opprobre de la droite, parce que la droite, et à ce moment-là, la nation devenant une vertu de droite, au même titre que les valeurs militaires. Les valeurs militaires, c'est pareil. Quand on regarde bien l'armée, la nation en armes durant la Révolution française, c'était plutôt une valeur de gauche. Et pareil, l'armée, l'individu devait se soumettre à une loi, à une règle qui le dépassait. Donc c'était plutôt une valeur de gauche, là où la droite n'était pas spécialement militariste. Elle le devient après l'affaire Dreyfus. Donc on voit cette inversion des valeurs. Et ensuite, évidemment, la droite va être dans le camp des vaincus en 40 et se voir amalgamé avec un totalitarisme, avec un national-socialisme, avec un antisémitisme qui n'avait, je le répète, rien à voir avec l'antisémitisme traditionnel, ce qui n'exclut en rien d'ailleurs l'antisémitisme traditionnel. Il s'agit intellectuellement d'observer la différence qu'il y avait entre les deux. Et suite donc à la Seconde Guerre mondiale, il n'y a plus
de place pour les valeurs de droite. Alors, en même temps, évidemment, le marxisme et la lutte des classes prennent, suite aux compagnons de route, suite à la résistance, une importance considérable. Elle envahit petit à petit l'ensemble des esprits. Les intellectuels, pareillement, vont être tous classés à gauche. La preuve, Benda va parler de la trahison des clercs, comme Barrès, c'est-à-dire que la droite va même, à ce moment-là, faire profession d'anti-intellectualisme. Et lorsque l'on parle aujourd'hui comme maître du politiquement correct du quartier de Saint-Germain-des-Prés, on veut bien dire par là que l'intellectuel est, presque par définition, de gauche. Eh bien, ce clivage entre la droite et la gauche, aujourd'hui, à mes yeux, n'a plus cours. N'a plus cours pour deux raisons essentielles. Mais avant de dire pourquoi elle n'a plus cours, observons à quel point cette culpabilisation qui pèse toujours sur les valeurs de droite sont importantes et combien elles rendent difficile l'émergence d'une nouvelle structure politique, on pourrait dire conservatrice et libérale, qui permettrait de relier les trois droites, que sont la droite nationale, la droite morale et la droite libérale. Et le dernier leurre en date est indéniablement, force est de le constater, il y a un peu de mea culpa dans ce que je vais dire maintenant, certaines valeurs du souverainisme. Le souverainisme naît un peu en 1992, beaucoup en 1997 sur le traité d'Amsterdam, mais en 1992, l'Europe vient, je m'en suis déjà expliqué par ailleurs, comme un leurre qui arrange bien la gauche, puisque François Mitterrand, qui a abandonné depuis peu l'union de la gauche, trouve dans l'Europe une idéologie de substitution. Et puis il arrange bien aussi certains milieux de la droite nationale et gaulliste, qui, parce qu'ils ne veulent pas voir un certain nombre de problèmes qui se posent à la société française, dont la question des flux migratoires, dont la question de l'identité nationale, vont tout miser. C'est le cas de Charles Pasqua, c'est le cas plus encore de Philippe Séguin, et même un peu en quelque sorte de Philippe de Villiers ou de Marie-France Garot. Ils vont tout miser sur la question de la souveraineté et des pertes de souveraineté. Ce qui arrange bien, puisque ça permet d'établir un cordon sanitaire au cours des années 80 avec la montée du Front National, de ne pas se pencher sur ces questions qui deviennent des questions de plus en plus prégnantes sur la société française, pour faire valoir son gaullisme, l'aspect national de ses revendications, mais tout en prêchant bien sûr toujours une France généreuse, une France ouverte, j'ai envie de dire ouverte aux quatre vents. Philippe de Villiers est d'ailleurs le meilleur exemple en la matière. En 1991-92, il crée le combat pour les valeurs. Ce combat pour les valeurs, qui sont clairement des valeurs de droite, regroupe des personnalités aussi différentes que Bernard Debré, gaulliste, Christine Boutin, plutôt un chrétien démocrate, lui-même, qui représente la droite traditionnaliste dans toute sa splendeur. Et même le juge Jean-Pierre, toute la magistrature, prouvant ainsi que toute la magistrature n'est pas nécessairement de gauche. Et puis il va abandonner ce combat. Il va abandonner ce combat et il va créer le mouvement pour la France. Voilà. Comme si quelque part il avait eu peur de son ombre. Il avait eu peur, ou peut-être aussi, qu'il avait eu raison un peu trop tôt avec le combat pour les valeurs. Et il s'était dit, eh bien, a-t-il manqué de courage politique, je n'en sais rien, mais en tout cas, il a pris une autre orientation stratégique. Il en a d'ailleurs repris une nouvelle à partir de 2007 dont on pourrait parler. Mais à ce moment-là, en 92, il prend une nouvelle orientation politique qui est purement souverainiste. Et qui évite, à nouveau, de poser la question du Front National et des alliances, étant entendu que ce qui ne se pose et qui ne s'est jamais posé à gauche, c'est-à-dire François Mitterrand décrétant qu'il n'y a pas d'ennemi à gauche, se pose tous les jours à droite, où on fait reproche à tous ceux qui considèrent, ne s'interdisant rien,
qu'après tout, il n'y a pas à y avoir d'ennemis à droite. Eh bien, ce brouillage, finalement, qui naît sur la question dreyfusarde, et donc sur la question de l'antisémitisme traditionnel, rebondit en 1967, même avec Charles de Gaulle, avec la guerre du Kippour, où, dans une conférence de presse qui fut célèbre, le général de Gaulle lui-même, alors je ne sais pas, je ne me rappelle plus les termes exacts qu'il a employés, parle de ce peuple fier et sûr de lui-même. Ce qui était probablement d'ailleurs, dans la bouche du général de Gaulle, un compliment. Il aurait bien aimé, en quelque sorte, que la France soit elle-même aussi sûre d'elle-même et aussi ambitieuse. Au lieu d'être pris justement comme un compliment, on lui fait à ce moment-là immédiatement procès d'antisémitisme. Alors qu'en réalité, ce qu'il pointe du doigt, c'est qu'Israël devient une nation comme les autres. La banalisation, en quelque sorte, de l'État d'Israël, nation parmi les nations du Moyen-Orient, nation dont il faut tout à fait défendre la pérennité et la sauvegarde. Mais nation qui n'est pas à prendre comme étant une nation à part. Elle n'est plus une nation à part, donc sur le plan international, il est indéniable que De Gaulle est le premier par rapport à sa politique arabe, à envisager et à banaliser la question sur le plan international de l'État d'Israël. Eh bien, ce qui s'est fait, ce que De Gaulle a fait sur le plan international, il lui fallut le faire de la même manière sur le plan national. Et arrêter de systématiquement guetter le retour de la bête immonde. Il aura suffi d'un point de détail, c'est le cas de le dire, pour réactiver justement ce cordon sanitaire, se dire que décidément rôdait toujours un antisémitisme radical au sein de la droite française. Il est évident que celui qui a prononcé cette formule n'a pas fait avancer à cette époque la cause de la droite et de ses valeurs. Mais voilà, de l'eau a coulé sous les ponts depuis, et je pense que si l'on peut aujourd'hui être réunis sur la question de la recomposition politique de l'espace politique national français, c'est bien parce que ce clivage est aujourd'hui totalement à bout de souffle et n'a plus, à proprement parler, de raison d'être. La meilleure preuve, même sur les questions internationales, est que cet État, que l'État d'Israël, a une politique qui, sur son étranger proche, est parfaitement défendable par la diplomatie française, mais qu'en ce qui concerne son étranger plus lointain, eh bien, il peut arriver, et il faut le banaliser, nous pouvons nous retrouver dans des situations qui sont des situations d'opposition avec la politique d'Israël. On voit en Afrique, par exemple, aujourd'hui, ce genre de questions surgir. On en parle peu, on sent affleurer dans les médias cette question, et pourtant elle est importante. Quand on voit les questions liées au Nil, quand on voit les questions liées à l'eau, quand on voit les questions liées au Soudan, quand on voit ce qui s'est passé au Rwanda, quand on voit la venue de Paul Kagame en France, qui avait accusé la France d'être un État complice d'un génocide. Quand on voit le mauvais procès qui a été fait encore dernièrement à Pierre Péan, et sur ses livres pourtant éclairant la situation, eh bien, il faut banaliser tout cela et cesser de culpabiliser les Français, de culpabiliser la diplomatie française. Parce que voilà, l'État d'Israël est maintenant un État banal et que la question totalitaire et la question de l'antisémitisme nazi est aujourd'hui un fait historique que l'on peut considérer comme étant totalement dépassé et qui devrait permettre la réémergence d'un clivage, du clivage traditionnel, du clivage de 1789 entre une droite et une gauche. Car il n'y a pas de démocratie dans le monde et dans toute nation s'il n'y a pas ce clivage. Alors on parlait de curseur par exemple. Eh bien, une théorie libérale me semble extrêmement adaptée, c'est celle qu'on appelle l'antinomie des valeurs. Il y a
c'est un fait intellectuel, une antinomie des valeurs. Liberté, égalité, sécurité, liberté. Et la politique du curseur, entre des valeurs qui sont plutôt marquées sur l'espace politique de droite et d'autres plutôt marquées sur l'espace de gauche, eh bien, nécessite un arbitrage. C'est ce qu'on appelle la politique gouvernementale. Mais en même temps, vous avez des polarités. Et qui dit deux polarités dit un choix. Et il n'y a pas de démocratie digne de ce nom, et ça on relance la question démocratique, sans cette possibilité de faire des choix, qu'il ne faut pas confondre avec la loi majoritaire. Car ce qui est venu renforcer finalement le politiquement correct, parce qu'il ne faut pas faire de confusion, derrière le politiquement correct, qui est d'ailleurs une notion américaine, et qui donc n'a strictement rien à voir, elle, avec la question de la restructuration de l'espace politique en France autour de la question dreyfusarde, anti-dreyfusarde, c'est ce qu'on va appeler la démocratie sociale, telle qu'elle a été définie par Tocqueville. C'est-à-dire qu'il y a en démocratie une prégnance, indéniablement, de la majorité qui génère ce politiquement correct. C'est-à-dire que ce qui est important en démocratie, et ce qui est important pour l'homme démocratique, c'est d'être dans la majorité. Ça induit indéniablement une tendance à l'unipolaire. Mais l'élection, le temps de la respiration démocratique, normalement, permet à nouveau à la question de se poser et à la démocratie sociale de faire son œuvre. C'est donc une question liée au processus démocratique qui est venue en plus, en sus, de la question typiquement française liée au clivage, au brouillage du clivage droite-gauche au moment de l'affaire Dreyfus. J'en veux un exemple particulièrement concret sur la question de la nation. Et revenir justement à la question, je dirais, souverainiste. On nous a longtemps parlé du souverainisme des deux rives, en considérant qu'après tout, il y avait peut-être plus de points communs. Alors je me rappelle à l'époque, en 1999, eh bien, il y avait peut-être plus de points communs entre Charles Pasqua et Jean-Pierre Chevènement qu'entre Charles Pasqua et Philippe de Villiers. Parce que Charles Pasqua et Jean-Pierre Chevènement auraient eu une même idée de la nation. Ce qui me semble absolument faux. De même, aujourd'hui, vous avez des structures politiques qui se font un honneur d'avoir dans leur rang des gens issus, des souverainistes issus et de la droite et de la gauche. Eh bien, ça me paraît être permettez-moi de le dire, une absurdité. Car en réalité, un homme de droite et un homme de gauche, ce qu'il met derrière le mot nation n'a strictement rien à voir. Aujourd'hui, pour un homme de droite, et je me définis comme tel, la nation, c'est l'espace rationnel le plus adéquat à l'expression de la démocratie et à la recherche du bonheur public. C'est tout. C'est ce qui permet à l'individu de s'accomplir et de s'épanouir au mieux. Et je reste persuadé que pour un homme de gauche, la nation, ce n'est pas ça. La nation, ça reste dans une logique holistique. Quelque chose qui prime sur l'homme, qui prime sur l'individu. Et ce n'est pas la même chose. Et plutôt que de brouiller les cartes, je pense que la démocratie française gagnerait énormément à la clarification de ce type de débat. C'est vrai de la nation, c'est vrai des valeurs en général que défendent la droite et la gauche, et ce n'est pas parce que l'on peut se retrouver à un moment donné sur la défense de certaines valeurs que l'on y met obligatoirement la même chose. C'est vrai de la nation. D'ailleurs, pour ce qui concerne la nation, il est assez amusant de voir comme le mot de patriotisme, de patriote, est un mot qui est autorisé dans le vocabulaire politiquement correct, et que par contre, le mot de nation, nationalisme, lui, est exécré. Donc on a le droit d'être patriote, on n'a pas le droit d'être nationaliste. Il faut se poser la question pourquoi. Est-ce que c'est parce que patriote renvoie aux Lumières, à la Révolution?
Je crois que les étymologies ne sont pas inintéressantes sur le sujet. Patriotisme, c'est la terre des pères. Et la nation, elle, renvoie plus à la question de naissance et de génération. Et là, je crois qu'on retrouve bien, finalement, les valeurs et les vertus contingentes de la droite et de la gauche. Où la terre des pères gèle le temps, gèle l'évolution, renvoie au-delà des pères aux pères. Et donc à l'idée que les choses peuvent, dans un ensemble donné, ne plus évoluer pour arriver à une forme de paradis terrestre. Là où l'idée de nation, elle, a fait ce deuil. Et que les idées de nation, derrière l'idée de nation, il y a l'idée de génération. C'est-à-dire que les générations, les unes après les autres, vont dire des choses différentes. Donc il y a cette notion de liberté, qui me semble être plus importante au sein du concept de nation qu'au sein du concept de patrie. Bon. Voilà pour la nation. Mais on pourrait parler, de la même manière, de la valeur travail. La valeur travail, un homme de droite et un homme de gauche ne met pas du tout la même chose. Et pourtant, Dieu sait comme et l'homme de droite et l'homme de gauche veulent le plein emploi. Mais probablement pas pour la même chose. La question des 35 heures est, elle, d'ailleurs, tout à fait intéressante sur ce sujet. Qu'est-ce qui ressort du travail? Qu'est-ce qui ressort du loisir? Eh bien, c'est pas la même chose. Pour un homme de droite, le travail est une forme d'accomplissement social. Pas pour un homme de gauche. Probablement pas. Ce n'est qu'un moyen. Là où le travail est une finalité dans les valeurs de droite. Voilà donc comment le paysage politique français pourrait, dans les mois et les années à venir, évoluer. Alors 2012, évidemment, est dans tous les esprits. Franchira pas le Rubicon. On pense évidemment à l'évolution d'un certain nombre de mouvements, et en particulier de la droite nationale. Est-ce que le moment est venu? Pas encore, et pourquoi? De voir se réunifier la famille de droite. Est-ce qu'il est envisageable que, comme dans les années 70 avec le congrès d'Épinay, François Mitterrand a déclaré « pas d'ennemis à gauche », est-ce qu'il est envisageable que quelqu'un ait la capacité, on ne peut pas parler de légitimité, quelle était la légitimité de François Mitterrand dans les années 70? Quelle était la force de sa structure politique? C'était rien, un groupuscule. Un groupuscule parmi les autres qui a profité, donc là on rentre dans la vie politique des années 70, qui a profité de l'écroulement de la SFIO. Et il a pu refonder le Parti socialiste. De la même manière, on observe aujourd'hui que l'UMP est bien l'homme malade de la vie politique française, taraudé de toutes parts. Donc, y a-t-il possibilité d'une refondation de la droite, aujourd'hui, comme il a existé il y a 40 ans, une refondation de la gauche? Ce qui vient brouiller un peu les cartes, il me semble, est la question gaulliste. Et en tant que gaulliste, je peux en parler. Au sens où le gaullisme s'est déjà présenté comme une refondation de la droite, même s'il a toujours voulu maintenir l'illusion d'une ni droite ni gauche, du fait de l'effondrement à l'époque de la démocratie chrétienne et de la 4ème République. Le gaullisme serait en quelque sorte, aurait refondé la droite 20 ans avant que la gauche ne se refonde elle-même. La gauche restant finalement jusqu'au milieu des années 70, très marquée par une logique 3e République radicale. Moi, il me semble que ce qui a été fait par le gaullisme mérite et nécessite aujourd'hui de transformer l'essai. Et que on est encore dans une situation où cette recomposition pleine et entière de la droite, où la liquidation de la question de l'occupation n'est pas encore totalement, n'est malheureusement pas totalement tranchée. La meilleure preuve, c'est que Nicolas Sarkozy en 2007, et là on commence à arriver dans le très proche, qui s'était annoncé comme le président, le futur président, en tout cas le candidat
de la droite décomplexée, a démontré pendant 5 ans qu'il était tout à fait l'inverse. Ce ne fut que des concessions à la gauche. Ouverture politique, tout de suite. Des personnalités tout de même comme Kouchner, comme Besson, comme Bockel. Plus encore que la question, de son côté, peut-être bling-bling. Ce qui a le plus choqué son électorat, c'est qu'il a été au-delà de la question de la crise, qui en effet a rendu plus compliquées les choses, et sur laquelle on ne peut pas lui imputer tout. Mais, indéniablement, il a fait politiquement tout à fait le contraire que ce qu'il avait énoncé quand il s'est fait élire. D'où des Français qui systématiquement, et c'est le cas dans ces 3 derniers mandats, ont voté pour un homme de droite qui a systématiquement fait une politique de gauche. Alors, 1995 est un peu à mettre de côté, puisque Jacques Chirac, 2 ans après, perdait les législatives. Mais en 2002, il y avait, alors ça a été brouillé à nouveau par ce deuxième tour entre le candidat du Front National et le candidat de l'UMP, mais il y avait là la place pour une politique de réforme de droite. Et elle n'a pas été menée. La question de la réforme de l'État, par exemple. Tout à fait était d'actualité, il aurait fallu faire cette réforme de l'État. Et dans tous ces domaines, on pourrait parler de l'éducation nationale aussi, eh bien il n'y a aucune avancée, aucune évolution, si ce n'est le renforcement systématique de, on va dire, le programme du CNR. C'est-à-dire qu'on continue, depuis 70 ans, à être sur le même paradigme du Conseil national de la résistance. Et d'ailleurs, quand on écoute les gaullistes aujourd'hui, on dit « Ah, mais il faut réactiver le programme du CNR, c'est la panacée. » Voilà. Des gens qui se piquent toujours de progrès et de modernité, ça devrait mettre la puce à l'oreille. Pourquoi revenir systématiquement sur ce CNR? Alors, par quoi conclure? Il y a un fait d'actualité qui date d'il y a moins de 24 heures qui, moi, m'a paru justement tout à fait intéressant de voir ce que c'est qu'une personnalité de droite et une personnalité de gauche. C'est, et ça a fait couler beaucoup d'encre, le soi-disant mea culpa de Dominique Strauss-Kahn à 20 h sur TF1 hier soir, qui confesse, tenez-vous bien, une faute morale. Alors, faute morale, quand on est proche des courants liés à l'individualisme libéral, on imagine tout de suite ce que c'est, et Kant nous en a donné une excellente image. La faute morale, confessée par un homme politique qui donc déduit une soi-disant faute morale, le fait de ne pas s'engager politiquement sur une élection présidentielle, ça n'a pas de sens. Si vous êtes dans la faute morale, c'est une faute purement privée, qui, je dirais, ne regarde que sa femme, sa famille, ses enfants et lui-même, éventuellement, et encore, ses enfants, et encore. En tout cas, c'est dans la sphère du privé. On ne peut pas d'une faute morale laisser l'immersion de cette faute morale dans le domaine public. Ce qui est par contre une logique, elle, qui est une pure logique de gauche, qui elle, par contre, va dans ce sens, c'est-à-dire qu'il y ait le brouillage, finalement, de la frontière entre le public et le privé, qui fait qu'on peut se retrouver avec des gens qui, en effet, vont faire un mea culpa, qui ne regardent en aucun cas, alors qui regardent peut-être des téléspectateurs à 21 h, voyeurs, sur certaines émissions de télé-réalité, mais qui ne regardent pas l'information politique. La politique, c'est la police, c'est la cité. Qu'est-ce que ce mea culpa avait à faire, là? En tout cas, pour un homme de droite, ça n'a pas de sens. Donc, ce systématique brouillage des limites, des frontières, est probablement la maladie politique en France qui explique énormément de l'abstention, qui quand même,
représente plus de 50% de l'électorat à chacune de ces dernières élections. Ce qui signifie bien quelque chose. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, les Français ne se retrouvent pas. Mais ils ne se retrouvent pas dans les hommes politiques, tout simplement parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'alternative, que de toute façon, quelle que soit la personne pour qui ils vont voter, le résultat sera le même. Et le débat politique, pour qu'il y ait débat, et c'est bien là que, selon la formule de Philippe Muret, le débat blesse, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative entre des valeurs qui soient bien identifiées. Revenir et refonder une droite, non pas sur la seule question de la nation, qui prouve encore une fois que la droite a peur de sa propre ombre, mais sur l'ensemble de ces valeurs clairement exprimées et définies, me semble être la seule manière de recomposer le paysage politique en France aujourd'hui. Le débat y gagnera en clarté. La gauche, je dirais, trouvera un adversaire à sa mesure. Nous aurons, comme dans toute démocratie moderne, adulte, une alternative. Et c'est bien ce qui manque aujourd'hui, ce retour. J'avais un interlocuteur dernièrement qui me disait, mais finalement, la démocratie était plus adulte en France dans les années 60 qu'aujourd'hui. Comme si finalement, on avait connu cette espèce de régression démocratique liée justement à ce systématique brouillage des valeurs entre la droite et la gauche. Alors, je pense que la recomposition politique en France, elle ne pourra se faire justement que de cliver à nouveau entre ces valeurs de gauche et ces valeurs de droite. Et le RPF, qui est un mouvement gaulliste, mais qui s'inscrit à droite de l'échiquier politique, jouera et voudra à l'avenir jouer justement tout son rôle en la matière, en évitant, contrairement à un certain nombre de structures soi-disant gaullistes, de brouiller les repères. Nous annonçons les choses telles qu'elles sont. Une droite décomplexée, une droite qui ne s'interdit rien, une droite qui, dans ses structures, accueille des personnes issues des différentes droites, dont la droite libérale, encore une fois, qui est celle qui est... alors c'est quand même extraordinaire. La question du libéralisme est extraordinaire. C'est un peu le point commun de tous les gens, et même des gens qui seraient de droite. Il faut, c'est à peine si tous ne commencent pas leur discours par une attaque en règle contre le libéralisme, en l'occurrence le néolibéralisme. Voilà, c'est absolument contre le libéralisme est le grand responsable de la crise actuelle, alors que la crise actuelle est d'abord, enfin, ce qu'on nous dit, ça semble évident, une crise de l'État, une crise de l'endettement, c'est-à-dire tout à fait l'inverse. S'il y a bien, si la crise actuelle, c'est la crise du keynésianisme, c'est pas la crise de l'économie libérale. Enfin, il faut être totalement aveugle pour ne pas il faut réellement être aveuglé par l'idéologie. Mais en tout cas, ça fait un peu partie de ces mots bateaux, de ces concepts qui doivent être... c'est un peu comme montrer patte blanche. Si vous n'avez pas tout de suite confessé la haine que vous avez pour les libéraux, dès que vous débutez une conversation politique, vous ne serez pas accepté dans le club, du cercle de la raison, du politiquement correct. Eh bien, je dirais que derrière cette question du libéralisme, voilà, il se pose finalement, et c'est pour cela qu'une recomposition politique, en France et en particulier de la droite, devra faire un bon accueil aux libéraux. Alors je suis tout à fait d'accord pour que l'on fasse une différence entre ce qui est de l'ordre de la logique libérale, de la logique libertarienne. Ce n'est pas la même chose, c'est vrai. Être libertaire n'a strictement rien à voir avec le fait d'être libéral. La preuve, justement, la problématique morale. Tout accepter, jusqu'aux plus belles fantaisies, ne ressort pas du tout de concept de droite. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que c'est à gauche. Les libertaires sont... vous en avez à droite et à gauche. C'est pas la question ne se pose pas. Il ne s'agit pas non plus de jeter nécessairement l'opprobre sur le camp adverse. Mais en tout cas d'observer que être libertarien, ça n'a strictement rien à voir avec le fait d'être libéral, aussi bien sur le plan, et d'ailleurs j'insiste, politique qu'économique. Parce que tout le monde va confesser, oui,
qu'il est plus ou moins libéral sur le plan. Ah, si c'est politique, ça va. Ça veut dire la représentation, ça veut dire la démocratie indirecte, ça veut dire tout ça. Mais s'il s'agit de libéralisme économique, bon, on sait ce qu'il en est. Voilà. Donc, s'il n'apparaît pas en France demain un courant, alors certains emploient le terme de conservateur, je ne sais pas si le terme est le plus adapté. Qu'est-ce qui serait en face du conservateur? Le progressiste? Alors finalement, on est dans le combat des anciens et des modernes. Peut-être. On parlait de Philippe Muret tout à l'heure, on est arrivé avec le politiquement à un combat des modernes contre les modernes. Et peut-être faut-il revenir à un combat entre les anciens et les modernes, sachant qu'il n'y a pas de postmodernité, on s'en est rendu compte. La postmodernité qui semble apparaître au début du XXe siècle, avec Heidegger, jette le monde dans le totalitarisme. Il y a quelque chose qui est indépassable. Hegel va, sur le plan des idées, chercher une synthèse entre les anciens et les modernes, certes, mais ce dépassement de la modernité, un concept de postmodernité, ne voit pas le jour. Parce qu'autant il y a une rupture épistémologique indéniable entre les anciens et les modernes, dont la Révolution française est un élément majeur, autant on ne voit pas de rupture épistémologique, pour ce qui concerne la modernité. Rien ne dépasse la modernité, donc est réactualisé, et le débat politique est censé réactualiser justement perpétuellement ce combat des anciens et des modernes, et c'est autour de ce clivage-là aussi que peut se recomposer le paysage politique français à mes yeux. Très bien. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions? Et à chaque fois, je vais vous demander de venir à côté du micro, parce qu'il y a eu des critiques dans les précédentes conférences, on n'entend pas les questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions déjà? Martine? C'est pas une question. Ah, mais il faut venir à côté du micro. Plutôt une remarque. Mais il faut venir à côté du micro. Ouais. Je pense pas que ce soit vraiment une question. Je me mets où là? Non. Je pourrais quand même répondre. Ça Parle dans le micro. Oh, c'est d'accord, ok. Voilà. Excuse-moi. Non, je voulais juste... Plus près. Pardon. Dans le micro, là. Voilà. Non, ce que je voulais dire simplement, c'est la capacité de la gauche à culpabiliser la droite, à lui donner des complexes sur des sujets tout à fait étonnants, comme l'histoire du FN associée au nazisme, le colonialisme, alors que c'est la gauche qui est plutôt à l'origine. Et je veux dire qu'elle a réussi à inverser complètement tout un tas de données, en fait, complexer des gens qui ne sont pas à l'origine de certaines choses, mais à faire croire à la population que finalement, ces gens-là sont responsables, en fait, à faire une inversion carrément, et à convaincre pratiquement tout le monde. Tout le monde est convaincu, effectivement, que le bien est absolu du côté de la gauche, le mal absolu est du côté de la droite, à cause de ce que je viens d'évoquer, que ce soit le colonialisme, que ce soit... Alors que non, enfin, je veux dire, par quel tour de passe-passe ils ont réussi à greffer ça dans l'esprit des gens? Moi, c'est ça plutôt mon questionnement. À mon avis, par l'amalgame. Extravagant, je trouve ça incroyable. Comment, au cours des décennies, ils ont réussi, lentement mais sûrement, à convaincre la population qu'ils incarnaient le bien absolu. L'empire du bien. L'empire du bien, oui. Moi, ça me... On va laisser répondre voilà, oui, Nicolas. D'accord, oui, là, je vais y aller un peu trop. Alors, la question de la culpabilité, sans faire des réflexions psychologisantes, je pense qu'elle nécessite aussi la collaboration de celui qui est complexé. C'est-à-dire qu'il y a celui qui culpabilise, et puis il y a celui qui va accepter en quelque sorte cette culpabilité. Et c'est ça qui est le plus surprenant. Mais probablement, alors la question coloniale, tout à fait, la question coloniale en France, elle apparaît réellement parce que c'est un dérivatif à la défaite de 1870. On va se projeter sur les colonies parce que Bismarck a fait la réunification allemande sur le dos de la France, et en particulier de l'Alsace et la Lorraine. J'avais même envie de dire qu'aujourd'hui, quand on voit
c'était très surprenant de voir Nicolas Sarkozy, en l'espace d'une semaine, comme si l'histoire repassait les plats actuellement sur ces questions-là. Et qu'en repassant les plats, ça permettrait d'être justement un dévoilement de ce qui s'est passé. Nicolas Sarkozy, en une semaine, reçoit 2 fois à l'Élysée. La première fois pour recevoir les ordres de la chancelière Merkel, pour solder la crise financière, entre autres la crise grecque. Et c'est peut-être lui qui invite, mais c'est elle qui le convoque à l'Élysée et qui lui dit ce qu'ils vont faire. Il le fera, il va le respecter à la lettre. Et puis, quelques jours après, il fait cette espèce de conférence là, extraordinaire sur la Libye. Alors on a vu encore dernièrement que le gouvernement libyen, le nouveau gouvernement libyen, c'est pas demain qu'il va voir le jour. Ce qui est en train de se passer en Libye ressemble à s'y méprendre à ce qui s'est passé en Irak. Quand on voit les résultats, surtout en termes de terrorisme, la manière dont les troupes dits alliées, l'Empire du bien, encore une fois, a subi les conséquences de cette occupation, on peut s'inquiéter sur l'avenir de notre présence en Libye. Donc, à nouveau, on nous renvoie, c'est pareil, on nous renvoie cette espèce d'agitation actuelle sur l'Afrique, comme en Afghanistan, etc. Ce besoin d'aller se projeter à l'extérieur, et en particulier sur les anciennes colonies, de la part même de Nicolas Sarkozy, qui voudrait jouer un peu le gendarme. Alors à défaut d'être lui le gendarme du monde, il veut être le gendarme du bassin méditerranéen ou de l'Afrique et du Maghreb. Eh bien ça ressemble à s'y méprendre, c'est-à-dire qu'on essaie de masquer, comme ce fut le cas après la défaite du Second Empire, on essaie de masquer aux Français l'affaiblissement de la France. Et là, l'époque coloniale, c'est ça. À tel point, finalement, et c'est là qu'on a vu l'inversion des valeurs, et comment un homme comme Clémenceau, qui va être un Dreyfusard, qui sera marqué à gauche, très à gauche au début de la Troisième République, va étrangement, par une inversion, devenir le petit père de la victoire, le père de la victoire en 1918. Et passé, on a l'impression que c'est un homme de gauche qui passe à droite, c'est une illusion d'optique. En réalité, ce sont des valeurs de gauche qui gagnent, et la droite qui, elle, est reportée systématiquement vers son extrême, à mon avis. C'est comme ça qu'il faut le percevoir. Plutôt que de se dire que Clémenceau était un révolutionnaire enragé qui devient un patriote, il faut plutôt se dire que ceux qui étaient considérés comme étant à gauche, voire très à gauche à un moment donné, par le basculement et cette crise majeure qu'est l'affaire Dreyfus et ses conséquences, et puis c'est pareil en 40, c'est-à-dire que là, c'est plus qu'une réplique sismique, 40. C'est ce qui permet justement l'amalgame avec un antisémitisme, je le rappelle, qui n'a strictement rien à voir. C'était d'ailleurs des combats extrêmement intéressants au sein même de l'IEP de Paris à une époque, entre des gens comme Zef Sternel, qui défendaient la thèse que de toute façon le terreau de l'antisémitisme était français. Et puis ceux qui considéraient qu'il y avait une différence fondamentale entre une forme d'antisémitisme dont on n'a pas à être spécialement fier au demeurant, mais qui ne conduisait en aucun cas aux chambres à gaz. Les chambres à gaz, c'est, il faut-il leur rappeler systématiquement, du national-socialisme. Et le mot socialiste, dans national-socialiste, il n'est pas neutre. Donc en effet, je pense que on est à partir des questions Dreyfusard à front renversé en permanence. Voilà. Une autre question. Alors moi j'ai une question, puisque voilà, je me rapproche du micro. Est-ce que pour toi, comme on l'entend souvent, le Front National est de droite? Parce que si l'on compare le positionnement de Marine Le Pen actuellement, il me semble plus proche de Georges Marchais en 80, tant sur le plan économique que sur le plan social, que d'une droite, voire même d'une extrême droite. Alors qu'est-ce que tu en penses? J'aurais envie de répondre que les choses ne sont pas évidentes et simples, surtout avec les personnages publics à qui on tend des micros tous les 4 matins et qui se soucient d'efficacité politique, parfois plus que de cohérence politique. Alors il est facile pour quelqu'un qui fait profession d'intellectualisme ensuite de marquer les contradictions de tel ou tel. Quelle est la vraie Marine Le Pen entre celle qui, à un moment donné, aurait dit
Elle était, sur certaines questions et certaines valeurs, à gauche de Barack Obama. Et puis la Marine Le Pen, qui dernièrement disait vouloir absolument rencontrer les Tea Party lors de son voyage aux États-Unis. Permettez-moi de vous dire que c'est pas exactement la même chose, être à gauche d'Obama et être proche des Tea Party. Je crois qu'à un moment donné, on peut faire preuve d'un certain nombre de clarifications. Il y a deux campagnes possibles pour la candidate du Front National qui s'offrent à elle. Soit, en effet, elle trouve que le clivage efficient, et là elle rentre à nouveau dans le leurre, qui est finalement le leurre souverainiste, entre les mondialistes et les antimondialistes. Elle brouille les repères entre la droite et la gauche parce qu'elle considère qu'encore une fois la droite n'est pas mûre pour être ce qu'elle est, sans complexe. Et à ce moment-là, je crains de grosses désillusions. Ou bien elle affirme, je dirais, son fonds de commerce traditionnel. Et là, oui, sur les questions d'immigration, sur les grandes valeurs du peuple français, je pense qu'il y a non seulement un électorat important, mais probablement une majorité. Je pense que nous attendons, concernant Marine Le Pen, de voir les programmes politiques. À l'automne, chaque candidat va pouvoir, entre autres sur le plan économique, dire exactement sa manière de voir les choses et d'envisager le quinquennat que serait un quinquennat de Marine Le Pen. Attendons. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est assez normal parce qu'on est encore à de nombreux mois de la présidentielle, les choses ne sont pas encore clarifiées. Mais réinvite-moi dans 2-3 mois et je pense que je pourrais te donner une réponse plus définitive. Une autre question pour Nicolas? Alors, il faut venir juste là. Moi aussi, c'est plutôt une... Commencez par question sur le micro, parce que c'est... Top, 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 top. Comme ça. Voilà. C'est moi aussi une remarque que je souhaiterais faire à Nicolas. Je suis frappé de voir que cette convergence des valeurs humanistes, alors c'est un euphémisme que j'emploie à dessein, cette convergence autour de valeurs humanistes que l'on a entre les représentants de l'opposition gouvernementale, les socialistes, et beaucoup de membres de l'UMP. Et moi, j'ai mon interprétation, enfin, dont elle est peut-être un peu paranoïde, je ne m'en cache pas, mais il apparaît que, vu le développement, à vrai dire, extraordinaire, depuis la fin de la guerre, où ils avaient été très fortement réprimés, des mouvements philosophiques, au sens large, qui regroupent des adeptes des deux camps traditionnels, gauche et droite, eh bien, ils finissent par l'emporter sur la définition claire de valeurs de droite et de gauche pour fusionner dans quelque chose qui sera les droits de l'homme, pour parler au sens large, le droit de l'homisme. D'ailleurs, on l'a bien noté. Et moi, je suis toujours un peu surpris d'entendre quelqu'un, par exemple, de l'UMP, un représentant invoquer, tout comme le ferait un représentant du Parti socialiste, la référence aux droits de l'homme. Eh bien, cette référence transcende les courants politiques traditionnels et devient un peu inquiétante parce que si l'on regarde bien, et si l'on avait le droit d'avoir des statistiques, à la limite, qui n'en est pas dans les cercles du pouvoir. C'est-à-dire que par-dessus la démocratie, dans laquelle pourrait s'exercer le libre jeu du pour, du contre, tel ou tel programme, c'est-à-dire l'établissement d'un équilibre entre les valeurs soutenues par une gauche et par une droite, eh bien tout ceci est nivelé par les médias, par les gens de pouvoir de l'administration, les politiques aussi bien sûr, et on se trouve devant une sorte de bouillie idéologique dans laquelle effectivement il faudra faire ressortir clairement un jour ou l'autre, et le plus tôt possible, des valeurs qui ne soient pas alignées au cordeau sur celles
de la pensée philosophique dominante. Voilà ce que je voulais Merci. dire. Hein? Réponse de Nicolas Stocker. Voilà. Je répondrai en deux temps. D'abord, je crois qu'il existe plusieurs générations de déclaration des droits de l'homme. Et je ne suis pas persuadé que la déclaration de 1789 a beaucoup de rapport avec celle de l'immédiate après-guerre. Ensuite, une déclaration des droits de l'homme, en quel honneur le juge constitutionnel a décidé de l'intégrer au préambule de la Constitution, ensuite d'en faire une valeur absolue et transcendantale. Rien ne l'imposait si ce n'est une jurisprudence. Et puis, ça contrevient dramatiquement, je le répète, à la notion qui pour moi est essentielle d'antinomie des valeurs. C'est-à-dire que on ne peut pas en faire un texte comme les 10 commandements des droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'homme, parce que vous avez des droits qui sont contradictoires. Le travail, par exemple, le droit au travail et puis le droit à faire grève. On voudrait, l'idéologie, c'est toujours vouloir simplifier les choses et nous éviter de croire qu'il n'y a pas de contradiction. Alors qu'en réalité, nous sommes dans des contradictions permanentes entre des valeurs qui s'opposent et sur lesquelles il faut arbitrer. Parce qu'en effet, il y a un droit au travail et puis il y a un droit de grève. Mais pourquoi est-ce qu'un droit devrait nécessairement l'emporter sur l'autre ? Ça, c'est la question idéologique. Et là, on revient sur la question des complexes. Finalement, culpabiliser l'autre. Et pourquoi finalement l'autre accepte d'être culpabilisé ? Parce que l'idéologie simplifie tout. Et que finalement, on a presque intérêt à cela. Parce qu'être adulte, vivre en adulte, c'est accepter que justement, nous vivons des contradictions perpétuelles et qu'il nous faut toujours faire des arbitrages. Et donc, pour faire des arbitrages, il faut penser par soi-même. L'idéologie nous facilite finalement bien les choses. Merci. Autre question ? Pas trop près non plus, parce que sinon... Donc bonsoir, vous avez Bonsoir. évoqué en particulier le souverainisme, la question de nation également, et ma question sera très brève. Quid de l'Europe dans la construction européenne, dans cette recomposition politique française, et la position peut-être pour un camp ou l'autre à avoir par rapport à cette question de l'Europe ? Excellente question, évidemment. Et encore une fois, je pense que comme on n'a pas obligatoirement à droite et à gauche la même idée de la nation, on n'a pas obligatoirement la même idée de l'Europe, comme on n'a pas la même idée du monde. Et là, il faut revenir à ce qui est vraiment le fondement de la gauche, c'est-à-dire une logique holistique, où l'individu doit être fondu dans la masse. Et puis, à droite, l'idée que l'individu va primer. Et là, les choses ont évolué, indéniablement. Sans parler de choc, les choses ont évolué. Parce que, étrangement, autant on pouvait comprendre qu'à un moment donné, la droite soit plutôt internationaliste et la gauche nationaliste, autant aujourd'hui, avec les moyens de transport, avec l'informatique, le monde s'est fortement réduit. Et je pense qu'une logique de gauche aujourd'hui est une logique internationaliste parce que la gauche, avec l'esprit de gauche, se dit après tout on pourrait éventuellement arriver, et c'est d'ailleurs l'objectif final, à une mondialisation. Et en cela, il faut séparer justement, ça me fait penser à un débat que j'ai eu dernièrement par l'intermédiaire de notre ami Jean Robin, il y a bien deux types d'Européens. Un Européen qui est plutôt un Européen de droite et un Européen qui est plutôt un Européen de gauche. Comme on les reconnaît. L'Européen de gauche est en fait, quand il dit Europe, au moment même où il dit Europe, il annule. Le mot Europe disparaît parce qu'en fait, il ne vise pas l'Europe. Il vise bien fondre l'individu dans le monde, et entre autres dans ses droits de l'homme, justement, mondiaux. Tandis que un Européen de droite, on le rencontre à cette idée que pour lui, il reste sur un concept de nation. Et qu'il considère, à mon avis à tort aujourd'hui, mais il considère que l'espace le plus adapté à l'épanouissement de l'homme, c'est l'Europe.
et donc, mais en tant que nation européenne. Je pense qu'on n'en est pas là, et moi, mon point de vue, eh bien, il est peut-être encore à nouveau celui d'un homme de droite sur des questions d'ordre politique, c'est-à-dire que je confesse mon athéisme absolu sur la question européenne. Parce que, aimant mon pays, je dirais que si l'Europe sert mon pays, je suis pour l'Europe. Si l'Europe dessert mon pays, je ne suis pas pour l'Europe. Et ensuite, je persiste à penser qu'aujourd'hui, l'espace adéquat au développement de l'individu, c'est la nation telle qu'elle nous a été léguée par l'histoire et l'histoire européenne. Et qu'il n'y a pas aujourd'hui de nation et de peuple européen. Mais ça ne veut pas dire, justement, après ça relance des questions plus politiques, immédiatement politiques, à savoir, faut-il sortir de l'Union européenne? Faut-il sortir de l'euro? Il y a, je dirais, à nouveau le comportement totalement idéologique, il faut sortir de l'Europe, plus d'euro, voilà, on retourne à la nation, on va refondre vraiment l'individu dans la nation. Et puis, moi, c'est pas mon point de vue. Je considère que sur la question européenne, je suis adepte de la politique de la chaise vide du général de Gaulle, c'est-à-dire faisons en sorte que cette Europe, plutôt que de la quitter et de la voir s'opposer à nous et d'avoir une Europe allemande en face de nous, ce qui serait totalement suicidaire, si bloquons et paralysons, c'est le cas de le dire, l'Europe si elle ne va pas dans notre intérêt, mais ne quittons pas l'Europe, mais faisons en sorte que cette Europe prenne en compte les intérêts de la France. Et l'euro, c'est pareil. L'euro, il y a des avantages à une monnaie commune, et il y a des désavantages à une monnaie unique. Alors, soyons pour la monnaie commune, et remettons en cause par contre la monnaie unique. Mais voilà, encore une fois, foin d'idéologie. Évitons le positionnement idéologique, et qui en plus est un piège, parce qu'une l'idéologie génère des antagonismes. Donc vous avez le risque, c'est, face à une idéologie européiste, d'être soi-même dans l'idéologie contraire. Il faut éviter ce piège, évidemment, du face-à-face. Bien. Autre question? Alors, moi, j'ai une autre question. J'en profite. Est-ce que tu pourrais nous faire un peu de politique fiction, ou en tout cas d'anticipation, avec 4 cas de figure pour la présidentielle? Premier cas de figure, la droite gagne, l'UMP, pardon. Deuxième cas de figure, le PS gagne. Troisième cas de figure, le Front National est au deuxième tour. Et quatrième cas de figure, le Front National n'est pas au deuxième tour. Sur ces 4 choses-là, ça m'intéresse d'avoir ton avis. Sur la recomposition politique qui va suivre. Qu'est-ce que ça pourrait impliquer? Voilà. Qu'est-ce que ça générera comme... Alors, déjà, je dirais qu'après la présidentielle, il y aura une législative. Et que, éventuellement, on pourrait parfaitement avoir un scénario où le candidat de l'UMP l'emporte à la présidentielle, parce que, c'est un point de vue personnel, personne n'est obligé de le partager, j'ai l'impression qu'à gauche, il n'y a personne de qualité qui soit en mesure, lorsque Nicolas Sarkozy va commencer à faire campagne, que ce soit François Hollande ou Martine Aubry, j'ai l'impression que la différence, déjà des équipes qui sont derrière, ça va être tellement flagrant, qu'on n'est pas à l'abri d'une victoire de Nicolas Sarkozy au finish. Ce qui paraissait encore impossible il y a 6 mois. Mais à mesure qu'on voit la primaire socialiste se dérouler, on commence vraiment à s'inquiéter pour la gauche. Mais, néanmoins, et même s'il gagnait la présidentielle, il n'est pas impossible que l'effet démultiplicateur d'une victoire à la présidentielle, surtout sur un deuxième mandat, ne se fasse pas, comme un peu ce qui s'est passé en 88, où François Mitterrand, certes, s'est fait réélire, mais a eu une majorité ric-et-rac. Et donc, on n'est pas à l'abri, cette fois-ci, carrément, d'une majorité de gauche au Parlement. Alors là, pour le coup, on serait dans le brouillage absolu, le brouillage dont on a parlé, on aurait, pour 5 ans, parce qu'en plus, étant donné qu'on n'est plus sur le septennat, on aurait 5 ans de cohabitation, un mandat complet de cohabitation.
connaissant un peu en plus la psychologie très particulière de Nicolas Sarkozy, on peut se demander combien de temps ça durerait. Donc là, je crois que ça serait, même si ça peut paraître être la politique du pire, probablement ça permettrait d'accélérer encore la décomposition de l'espace politique national tel qu'il s'est recomposé, moi je dis depuis au moins l'affaire Dreyfus et Vichy. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, tout aussi tout à fait envisageable, c'est que tout de même, Nicolas Sarkozy a à ce point désespéré son camp que nombreux sont des gens de droite qui vont se refuser, qui vont par principe, pour revoter à nouveau pour lui. Alors il y aura à ce moment-là un deuxième tour avec une abstention très importante. Donc un président qui serait élu à gauche, très mal élu. Là par contre, le phénomène majoritaire jouerait à plein, probablement, donc il y aurait une vague qui serait d'ailleurs pour une vague à plus de 50%, ce serait une vague à 40%, mais 40% sur une législative, vous avez 80% des sièges de députés à l'Assemblée nationale. Donc là, je dirais que, alors, pour la recomposition à droite, on va en parler après, mais déjà pour le pays, pour les 5 ans à venir, que ce soit François Hollande ou Martine Aubry, ça serait peut-être encore pire avec Martine Aubry, mais je dirais qu'on aurait la généralisation en France, alors là pour le coup, un peu de l'expérience politique parisienne, avec Bertrand Delanoë. C'est-à-dire qu'ils se lâcheront. Tout ce que n'aura pas réussi à faire Lionel Jospin en termes de destruction nationale entre 1997 et 2002, je pense que là, ils vont convertir l'essai. Donc ce sera, pour la France en tout cas, à mes yeux, une calamité. Et cette politique du pire, je n'en veux pas. Je n'en veux pas pour la France. Alors, par rapport donc à cette deuxième option, quid de la recomposition à droite ? Ben, ça ne serait pas évident. Moi, ce que je crains à ce moment-là, c'est le tronçonnement de la droite en 3 fractions d'égale importance. On aurait un centre qui serait incarné, que ce soit par Bayrou, toujours, ou que ce soit par Borloo, qu'importe, enfin un centriste, qui représenterait 10 à 15% de l'électorat. Une droite centrale, à 10-15%. Et ce qu'il serait à nouveau convenu d'appeler une extrême droite. Un peu plus qu'une extrême droite, parce qu'une extrême droite en France, ça ne fait pas que 10-15%, c'est pas vrai. Donc de 10-15%. Donc 3 droites. Donc une droite complètement balkanisée. Et alors là, je le crains, une droite qui ne serait pas prête de revenir au pouvoir. Parce que la position centrale serait dans un supplice permanent, d'écartèlement. Soit il s'allierait avec le centre, et de toute façon le centre leur dirait « vous ne vous alliez pas avec votre droite ». Donc il représenterait une minorité de 20-25%. Soit il s'allierait avec leur droite, la droite de la droite. Et à ce moment-là, vous verriez, cette fois-ci de façon constante, ce à quoi Mitterrand n'avait pas réussi, ce que Mitterrand n'avait pas réussi à obtenir en 88, on verrait réellement là le centre basculer avec le Parti socialiste, qui donc bloquerait complètement l'échiquier politique et donnerait pour les 20 ou 30 ans à venir, à mon avis, systématiquement une majorité de gauche. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième option. Alors ensuite, question Marine Le Pen ou non, Marine Le Pen ou le candidat des Patriotes, mais aujourd'hui, on voit guère d'autres personnalités pour incarner ce camp. Marine Le Pen ou non au second tour. Alors déjà, contre qui ? Si elle était au second tour, contre qui ? Ce serait un 2002 ou un 2002 inversé. Après tout, la multiplication des candidatures à gauche fait qu'on pourrait très bien avoir un deuxième tour entre Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. Et ça n'aurait rien à voir avec un second tour entre François Hollande et Marine Le Pen. C'est pas la même chose. L'option qui serait la plus favorable
serait probablement un deuxième tour entre le candidat de gauche et Marine Le Pen. Pourquoi? Parce que, autant on a pu voir en 2002 Jean-Marie Le Pen à peine exister, autant là, moi je suis persuadé qu'un deuxième tour entre François Hollande et Martine Aubry d'un côté et Marine Le Pen de l'autre, certes se solderait par la victoire de la gauche, indéniablement, mais on ne serait pas... indéniablement. Tout dépend, encore une fois, et là on en revient, à quelle va être la stratégie politique, et on va le savoir dans les semaines et les mois qui viennent, de la candidate du Front National. Soit elle va être dans une logique, je dirais, d'affirmer sans complexe le candidat de la droite qu'elle représente, et alors à ce moment-là on peut tout imaginer. Et entre autres, des alliances avec des alliés qui se constitueraient et qui viendraient s'ajouter à son mouvement propre. Soit on est sur une fausse alternative entre les mondialistes, les anti-mondialistes, les Européens, les anti-européens, enfin des simplismes de cet ordre. Et à ce moment-là, au deuxième tour, elle sera battue. Elle sera battue, mais elle ne sera pas battue comme son père a été battu. Elle risque de faire, enfin, c'est un risque qui peut être une satisfaction, 35 ou 40% des voix. Alors, je pense que pour faire revenir au bercail l'électorat, les moutons de Panurge, je vais revenir encore à Philippe Muret, je crois que là, les matons de Panurge, qui sont les mêmes que les mutins de Panurge, vont taper très fort. C'est-à-dire que si 40% de la population française, ou de l'électorat français, vote Marine Le Pen au deuxième tour, je pense que là, on serait dans une situation où les commissaires politiques se déchaîneraient sur la tête de ces malheureux électeurs. Nous serions dans une situation, il ne faut pas se cacher, se voiler la face, qui serait pré-révolutionnaire. Il y aurait vraiment, alors là, je pense, un très fort clivage entre les dirigeants, entre la gauche qui aurait tous les pouvoirs. Aujourd'hui, la gauche détient la majorité des mairies, la majorité des conseils généraux, la majorité des conseils régionaux. On est en droit de penser que après les élections sénatoriales, le prochain président du Sénat sera issu du Parti socialiste. Si en plus de ça, ils ont la présidence et l'Assemblée nationale, ils auront tous les pouvoirs. Alors, deuxième possibilité, Marine Le Pen contre Nicolas Sarkozy. Voilà, c'est encore plus amusant. Enfin, encore plus amusant. Je pense que... alors, est-ce qu'il y aurait un front républicain? Fameux front républicain, est-ce qu'on ressortirait le front républicain? Est-ce que le Parti socialiste recommencerait, comme en 2002, à servir la soupe à la droite modérée? Question. J'en sais rien. De toute façon, ce n'est pas le scénario le plus plausible et le plus probable aujourd'hui. Enfin, le Front National n'est pas au deuxième tour, qui est donc la quatrième alternative, je crois que une quatrième question que tu m'as posée. Le Front National n'est pas au deuxième tour. Donc on est sur un clivage bipartisan habituel entre la droite et la gauche. Eh bien, pour gagner, le candidat de la droite devra probablement faire des concessions importantes au candidat du Front National, s'il veut espérer avoir le moindre espoir de pouvoir l'emporter au deuxième tour. Donc on pourrait, à ce moment-là, éventuellement, même si je n'y crois pas trop, je crois que Nicolas Sarkozy serait, lui, parce que tout est bon pour gagner, serait prêt à faire, à ce moment-là, un pas tout à fait significatif, à mon avis, en direction de Marine Le Pen. Mais alors, ça serait intéressant, en effet, parce qu'il perdrait, je crois, beaucoup de ses soutiens qui l'ont soutenu jusqu'à présent, dont tous ses amis qu'il a fêté au Fouquet's il y a 5 ans son élection, qui pourraient probablement à ce moment-là le lâcher. Mais ce serait en effet une situation qui n'est pas totalement à exclure, c'est-à-dire pour gagner, pour
pour rester au pouvoir, Nicolas Sarkozy qui, alors là, de son fait, romprait, malgré ses dénégations, ce cordon sanitaire. Ce pourrait être aussi un début de solution par rapport à cette recomposition politique que, je rappelle, nous devons tous espérer, que nous devons tous appeler de nos voeux les plus chers. Merci. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Oui, il y a une question. Oui. Ah bah, je t'en prie. Oui, vous parlez de recomposition de la scène politique française, notamment à droite. Et je me pose la question, est-ce que le conservatisme anglo-saxon qui a été représenté par Ronald Reagan et Margaret Thatcher peut être un modèle pour la droite française? Alors c'est un peu la question qui se pose vis-à-vis entre autres de l'évolution des Tea Party aux États-Unis. Là, on est avec Ronald Reagan et Margaret Thatcher dans ce qu'on a appelé le néolibéralisme dans toute sa splendeur. Et je crois qu'il faut faire une différence entre ce néolibéralisme des années 80 qui a généré une déréglementation systématique des marchés financiers, dont on voit aujourd'hui les conséquences néfastes, parce que ce néoconservatisme était avant tout basé sur des valeurs alors moins libérales que justement le laisser-fairisme, donc presque le côté libertaire sur le plan économique, matiné d'un nationalisme très fort. Ce nationalisme très fort, moi je le prends totalement à mon compte. America is back. Et bien là, la France est de retour. Cet aspect-là du message, oui, je le prends à mon compte. Je prends beaucoup moins à mon compte la déréglementation, par exemple, des marchés financiers, systématique, quasi idéologique. Et je retrouve dans les Tea Party, au contraire, à la fois toujours ce nationalisme de bonne aloi, ce patriotisme qui fait l'honneur des Américains, avec des valeurs qui sont des valeurs que nous pouvons partager. Et qui, je le rappelle, n'a strictement rien à voir, parce que là, le piège serait trop gros. Il ne faudrait pas faire de gens qui sont... Le RPF est un parti gaulliste, un parti atlantiste. Ce n'est pas... Lorsque le général de Gaulle s'est allié avec les Anglais et les Américains en 1940, c'est parce qu'il y avait un ennemi à combattre. Ça ne voulait pas dire qu'il adoptait l'ensemble des principes de la société anglo-saxonne de l'époque. De même, aujourd'hui, nous sommes en guerre, une guerre qui est différente, une guerre qui n'est pas une guerre militaire, mais qui est une guerre économique. Il est donc une guerre économique et une guerre presque philosophique. Je crois que Christian Vosges en a parlé à un moment donné, cette espèce de... Je pense que le sud des États-Unis vit de la même manière les droits de l'homme, le droit de l'homisme, que nous le vivons en France. La preuve d'ailleurs, les Tea Party aux États-Unis aujourd'hui sont hostiles à des États-Unis gendarmes du monde. Ils sont tout à fait hostiles, et pas seulement pour des questions budgétaires, mais aussi pour des questions de principe, à l'intervention des États-Unis en Afghanistan, en Irak, aujourd'hui en Libye, demain peut-être en Syrie ou en Iran. Donc, il y a des alliances qui vont se faire, qui doivent se faire. Alors, j'aime pas le mot d'international des patriotes, mais il y a quand même un certain nombre de pays, et ça, il faut en profiter. Parce que, en revenant justement sur la question de Dreyfus et de ce que ça a entraîné, cette erreur judiciaire, parce que c'est bien une erreur judiciaire à l'origine, ce que ça a entraîné sur le plan politique, a aggravé, surtout avec Vichy ensuite en France, la situation. Mais on connaît tous, le monde connaît cette espèce de déstabilisation. Et donc il y a bien des pays, mais où il est plus facile. Regardez comme en Italie. Il a été Gianfranco Fini, les néo-fascistes ont réussi à devenir aujourd'hui un parti totalement reconnu. Ça serait inenvisageable en France.
Simplement parce qu'à un moment donné, ils ont été néofascistes ou mussolinistes. Alors que, voilà, en France, c'est impossible. Il suffit de s'appeler Le Pen. Alors, l'ostracisme, quelle misère de l'ostracisme quand il ne tient plus qu'à un nom de famille, en l'occurrence. Donc, ces structures et ces partis amis qui viennent de l'étranger, qui sont beaucoup plus forts à l'étranger. Hein, le politiquement correct existe à l'étranger, mais il est beaucoup moins prégnant. Il est moins prégnant en Suisse. Il est moins prégnant en Grande-Bretagne. Regardez la manière tout à fait remarquable avec laquelle les Anglais ont réagi aux émeutes intra-urbaines londoniennes. Que nous, on serait encore à se poser la question, faire un mea culpa par rapport à ce déferlement de hordes de barbares dans les villes. Hein, eh bien, les Anglais ont traité tout à fait différemment la problématique. Donc on parle de l'UDC suisse, qui est un parti qui fait partie des partis qui est un parti majoritaire, qui a vocation à être un parti majoritaire, ce qui n'est pas du tout encore le cas du Front National aujourd'hui. Donc voilà des partis amis qui pourraient venir aider à la mise en place, je dirais, d'une structure nouvelle, avec des têtes nouvelles, des personnalités nouvelles, qui ne seraient pas entachées du passé. Et avec ces gens-là, oui, il y a quelque chose à faire. Alors ça nous amène loin du reaganisme, du thatcherisme, mais c'est autre chose. C'est une autre époque. C'est le début des années 80. Et puis je dirais même quelque part que la problématique du thatcherisme et du reaganisme, c'est qu'on était encore à cette époque, à la fin des années 70, début des années 80, dans la séparation du monde entre deux blocs. L'Union soviétique, aujourd'hui ça nous paraît... on dit mais comment est-ce qu'on a pu imaginer que l'Union soviétique allait conquérir le monde? Mais quelques années même avant, lorsque l'Union soviétique envahit l'Afghanistan, donc c'est à peu près la même époque que l'arrivée de Reagan et de Thatcher au pouvoir, on se dit l'Union soviétique va gagner la guerre. On est très surpris de la chute du mur de Berlin, on est très surpris de la vitesse à laquelle ce système s'est écroulé. Donc je pense que l'accusation qui est faite traditionnelle du néolibéralisme par rapport au thatcherisme ou au reaganisme ne tient pas, parce qu'on est avant la chute du mur de Berlin. Donc on est maintenant dans une situation qui est complètement différente. Le monde ne se sépare plus dans un bipolarisme, dans deux blocs. C'est terminé. On essaie bien de réactiver ça au travers d'une guerre des civilisations ou un conflit entre les USA et la Chine, mais on est loin on est très très loin du conflit des blocs. Donc je pense que ce qui était du thatcherisme et du reaganisme n'a plus cours aujourd'hui. Bien, merci pour cette réponse et pour cette conférence. Merci à vous. Voilà, la semaine prochaine, on reçoit Sami Aldeb pour la liberté d'expression dans le monde arabo-musulman. Voilà. Merci encore, Nicolas Stocker. Merci.